Bien, on continue. Tempête sur les planches à Radio Libertaire 89.4. La voix sans Dieu, 100 mètres, sans publicité. Et nous avons évoqué au bout du souffle de la compagnie La Mangrove, la nouvelle création qu'on peut voir demain et après-demain à Aubervilliers et à Pantin, et ensuite du 20 au 24 juillet à Avignon. Et c'est finalement une façon de faire un spectacle à partir de faits réels, d'histoires de vie réelles. Pour aller dans l'abstraction, c'est la danse, elle fonctionne comme ça. Mais quand on a la parole à sa disposition, c'est tout à fait autre chose, même si on part aussi d'une sorte d'histoire de vie. Alors, Laura Luthard, toi, tu viens au Bouffon Théâtre à Paris du 5 au 8 juin, et puis tu seras à Avignon dans le Off aussi, avec cette Mademoiselle Palmer que tu appelles Épopée ordinaire. Oui. Voilà, c'est ton solo, et c'est un peu une autofiction. Tu parles, pas seulement, mais entre autres aussi de ton histoire, de ta vie dans ce spectacle. Oui, tout à fait. Je me suis inspirée beaucoup de différentes épreuves que j'ai pu traverser. Déjà parce que forcément, quand on les a vécues, on a une certaine vision un peu plus aboutie, un peu plus profonde, je crois, comme base, en tout cas pour commencer à inventer une histoire. Et puis parce qu'il y a eu des choses pas forcément très, très rigolotes, notamment beaucoup le deuil, et ça implique d'aller explorer des zones de soi, et pas que, qui du coup donne envie aussi d'être partagé par la suite. En revanche, effectivement, il y a beaucoup de fiction, parce que je pense que moi en tout cas, mon but c'était de raconter l'histoire d'un personnage qui traverse aussi beaucoup les époques. Il y a quelque chose d'assez flou sur la temporalité du spectacle, et qui est voulu pour qu'on puisse comme ça partir dans un imaginaire plus grand, qui s'inscrit pas forcément ni dans une géographie ni dans une temporalité, et puis parce que je crois que c'est important dans le cadre de l'écriture d'une œuvre théâtrale, d'un récit quel qu'il soit, d'aller chercher des enjeux un peu plus grands que les siens, de sa propre vie, parce que moi je reste un individu, tout ce qu'il y a de plus lambda. Par contre, un personnage se veut d'être un peu plus grand, d'où le titre Épopée et ordinaire en même temps. Voilà. Donc c'est une histoire qui nous amène un peu à travers le monde. Oui. Tu parles de l'Italie, de la Thaïlande et de Prague, etc., à travers les cultures, parce que ça correspond à des choses que tu as vécues, ou parce que ce sont des cultures qui t'intéressent et que tu aimerais bien explorer? Alors, tous les voyages, je les ai faits. Il n'y a pas une seule ville ou pays qui est cité dans le spectacle dans laquelle je ne suis pas allée, parce que j'ai pas mal voyagé ces derniers temps. Donc effectivement, ça commence aux Antilles, en Martinique, parce que mes arrière-grands-parents étaient originaires de là-bas, et que ce sont mes origines. Moi, je suis métisse de métisse, mais ma grand-mère étant noire, ça me paraissait très important de pouvoir en parler sur scène, de porter cette figure de métissage. Donc on part des Antilles, après on va en Europe, notamment à Paris, et puis effectivement en Italie, en passant par la Thaïlande, on va à Malte, Gozo, et puis je dis pas tout, mais on voyage beaucoup, ouais. Alors tu dis Mademoiselle Palmer doit partir, toutes ses affaires sont emballées. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec la migration aussi? Alors, quand j'ai écrit ce début, qui était plutôt de l'ordre de l'intuition d'ailleurs, ça a vraiment été le départ vers l'écriture, c'était plutôt lié, moi, aux divers déménagements que j'avais dû faire beaucoup durant ces dernières années, et notamment, comme je l'ai dit, suite à des pertes familiales assez lourdes. Donc c'était quelque chose d'organiquement très présent. Après, oui, c'est évident qu'en ce moment, il y a toute une question comme ça qui est posée autour des flux, parce que on dit migration et migrant, c'est un mot que je déteste par ailleurs. Quand c'est dans un sens, et de l'autre côté, on dit expat, et ça... Je trouve que c'est d'une injustice profonde. Mais c'était pas forcément mon point de départ. Après, il y a toujours des choses qui transpirent, de toute façon, de l'actualité, je crois, dans les œuvres. Voilà, alors tu dis que c'est finalement une histoire que tu racontes où Mademoiselle Palmer fait un voyage initiatique. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on la prend quand même petite fille, et puis on va passer par l'adolescence, et puis ensuite jeune femme, et puis ensuite dans un âge non déterminé, qui... Du coup, de fait, s'apparente plutôt au mien.
Et donc oui, c'est un voyage initiatique parce que elle va traverser des épreuves et des pays, et à travers ça arrive de la poésie qui vient ponctuer comme des vecteurs de réflexion et de sensibilité toutes ces épreuves. Et c'est en ça que je parle d'épopée. Je me suis pas mal inspirée de ce style-là aussi. C'est pour ça un roman initiatique, épopée, où le personnage, à travers diverses étapes comme ça, va franchir des choses aussi psychologiques, mais pas que. Et puis, bon, tu aimes la poésie, donc il y a une inspiration aussi, et quelquefois, il y a les paroles d'un poète qui vont peut-être aider à en faire avancer les recherches et la vie. Oui, bien sûr, oui, ça m'importe beaucoup d'ailleurs de pouvoir les évoquer sur scène. Donc j'évoque Baudelaire, j'évoque Césaire, j'évoque Hannah Arendt, j'évoque une poétesse qui vient de la Chine ancienne, dont on n'a malheureusement pas le nom parce que ça remonte à 220 ans avant Jésus-Christ. Et j'insiste sur le mot poétesse. Je pense que c'est important de se rendre compte que à une époque telle, aussi lointaine de nous, il y avait déjà des femmes qui écrivaient. Et c'était d'ailleurs le premier poème traduit dans tout l'Empire chinois. Voilà, donc c'est ce type d'informations aussi que j'ai envie de faire passer en les évoquant sur le plateau, parce que ce sont mes sources d'inspiration personnelle, et pas que d'inspiration, de survie aussi. Je crois vraiment que les autrices, les poètes, enfin toutes ces grandes figures de l'intelligence écrite et du récit, des histoires, m'ont permis dans des moments très difficiles de trouver un chemin, une lumière, quelque chose qui pouvait m'appeler juste vers le futur. Ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas du tout. Après, tu n'es pas seul sur le plateau, il y a un musicien avec son piano. Tout à fait, on n'a pas pu amener la musicien et son piano ici dans le studio, mais tu peux nous donner quelques paroles du spectacle pour qu'on sente l'ambiance. Oui, bien sûr. Alors, donc la musique a été composée par Cécile Evrault, qui m'accompagne au plateau, et il y a également Clément Seignol qui la remplace quand il y a besoin. Donc là, j'ai choisi un extrait qui, je crois, va faire pas mal résonance par rapport à toute la discussion qu'on vient d'avoir aussi avec Hubert. Donc, pour contextualiser un petit peu, c'est Mademoiselle Palmer se retrouve après moult voyages au bord de la mer avec des questions, justement, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport aux migrations et la possibilité ou pas d'action qu'on peut avoir. Donc elle est au bord de la mer et elle s'interroge. L'envie d'en faire plus, mais comment ? Quel pouvoir puis-je avoir au fond de mon cocon d'illusion, loin de la concrétisation d'une action ? Me revoilà à scruter l'horizon noir dans la nuit, tandis que le ressac s'éclaire d'une calme écume. Au loin, j'aperçois une forme se mouvant sur la plage. Une forme petite, un enfant, qui ne sait pas que je suis là. La silhouette s'arrête. Les extrémités se font chatouiller par l'eau et la colonne est droite dans cette concentration propre à l'enfance. Depuis mes rochers, mes pensées inventent un dialogue entre cet enfant et la lune qui nous surplombe. On me dit que des corps brûlent. On me dit que des enfants pleurent. Comment pourrais-je y croire, moi qui danse du matin au soir? On me dit que des têtes roulent. On me dit que le sang coule et qu'on ne connaît plus le mot espoir. Comment pourrais-je le croire quand ma voix rit dans le couloir? On me dit que les rires se sont tus. On me dit que les valses ne sont plus. On me dit que les femmes sont rasées car tous les cheveux ont brûlé. Comment pourrais-je le croire quand chaque nuit, je sens ta main d'ivoire? On me dit que la guerre est une religion. On me dit que le mot haine est une passion. On me dit que la peau est devenue papier et que les tampons ont remplacé les baisers. On me dit que l'eau a déserté les corps. Comment pourrais-je le croire quand le sel ruisselle sur mes pores? Je ne peux pas le croire. Je ne veux pas le croire. Je ne dois pas les croire. Je veux pouvoir te regarder. Je veux pouvoir t'entendre et t'enlacer. Lune, parle-moi. Parce que la mort est là. Pourquoi veux-tu la fuir?
Noie-toi, absorbe-la, mange-la et respire. N'aie pas peur de la douleur. La mort est dans ta main, ne pleure pas, jamais, sois libre et tais-toi. Respire, encore, plus fort. Ce n'est pas un combat, c'est une entente. Un chant pour le soleil, la beauté des glaces en face à face et toi, au milieu, l'infini qui s'ouvre sur ton âme. Alors souris et vis. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Et ensuite le voyage continue. Ouais, merci. Alors, on va déjà dire aussi que dans quel théâtre on peut te voir à Paris? C'est au Bouffon Théâtre. Tout à fait, oui, du 5 au 8 juin à 21h. C'est dans le 19e, à 21h, donc du 5 au 8 juin. Et ta compagnie, alors la compagnie de Hubert Petitphare s'appelle Compagnie La Mangrove. La tienne, Laura, s'appelle la Yakshi Compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire? Yakshi Compagnie. Yakshi, en fait, c'est l'abréviation de Yakshini. Ce sont des divinités qu'on retrouve dans le jainisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Et c'est des divinités qui ont pour vocation, entre autres, parce qu'elles en ont beaucoup, d'aller chercher les trésors cachés sous la terre. C'est également des divinités liées à la santé, à la naissance. Et j'aimais cette idée d'avoir le nom de divinité féminine comme ça qui participe notamment à l'éveil. Oui, oui. Il y a un grand réveil aujourd'hui, une grande passion qui se réveille pour les sorcières. Oui, tout à fait. Mais j'avoue que j'ai pas trop suivi le mouvement. C'est un mouvement féministe, voilà. Voilà, ça, le mouvement féministe, oui. Après, donc il y a eu ce livre de Mona Chollet qui est sorti, et puis derrière, il y a toute cette question des sorcières. Je ne l'ai pas encore lu, et donc voilà. Mais des fois, je suis un peu tête de bois. J'ai un côté un peu têtu, qui aime pas trop les modes. Donc, je pense que je commencerai vraiment à m'y atteler quand l'effet sera passé, même si c'est effectivement une figure qui m'intéresse énormément, mais je dois dire que je suis pas du tout au fait. Là, on était bien dans l'idée de prendre la vie à bras le corps, mais de résister parce qu'il y a les menaces. Oui. Ouais. Mais là, je crois qu'il y en a beaucoup des menaces autour de nous. On parlait de faim tout à l'heure. Hein, c'est pas forcément négatif en soi. Il y a un autre vers que j'ai dans mon poème qui dit aucune renaissance sans mort. Hein, ça, pareil, ça peut paraître léger comme ça, mais il faut quand même l'entendre profondément. C'est clair qu'on est dans un changement de paradigme au niveau de notre société, et là je parle de la société occidentale. Ça ne marche plus, on est bien obligé de faire quelque chose, et donc d'abandonner certains rêves aussi, hein. Là je parle pas forcément des miens, mais d'une idéologie qui avait été créée par les siècles, et que là on est bien obligé d'abandonner. Et c'est en ça que je parle de menace, hein, c'est-à-dire qu'il y a une menace climatique notamment. C'est bien la première fois que l'humain se retrouve confronté à une telle question, ça n'était jamais arrivé. Donc on est dans des... Ça pouvait pas arriver. Oui, voilà, on se battait avec des ennemis, ou avec, mais pas avec la terre en soi. C'est quand même énorme. Et voilà, donc c'est très bien de pouvoir commencer à prendre les armes. Et là, je parle pas d'armes physiques, mais d'armes intellectuelles, poétiques, de rêves, d'histoires, pour qu'on puisse aussi être un peu plus soudés les uns les autres, parce qu'on voit bien que toute réflexion individuelle là n'aura absolument aucun sens dans les années à venir. Et en ça, c'est très intéressant, même si c'est vrai qu'avec la collapsologie et tout ça, on n'est pas toujours très optimiste. Enfin, c'est difficile d'avoir une vision long terme. En tout cas, moi, je me dis, je sais pas. Enfin, on a l'impression que la fin du monde, c'est... Et en même temps, il faut rester optimiste. C'est ça. Ouais. C'est vrai, parce que des fois... pas le chois. Tu sais, avec la compagnie, on fait des interventions aussi dans les milieux scolaires, ou dans les quartiers dits défavorisés. Mais on parle avec les gens, et finalement, on s'aperçoit que ils ont un besoin de culture. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et je pense que dans la société, c'est quelque chose qui doit être aussi mis en avant, au même comme l'environnement. Ah oui, mais c'est sûr. Et il y a une réelle appétence. Moi, en tout cas... pour le peu de scènes ouvertes où j'ai pu présenter de la poésie, alors tout d'un coup on dit mais pourquoi tu vas aller là-bas, c'est de la musique, c'est de l'humour, bah écoute, je vais y aller quand même. Il y a une réelle demande, parce que tout le monde aime les histoires, tout le monde aime la beauté, quel que soit le milieu social, et ça c'est sûr que c'est un problème aussi, c'est que la culture, on a l'impression qu'elle descend de moins en moins, elle est un peu bloquée à un certain niveau.
Et ça, c'est préjudiciable, ça c'est évident. Ouais. Mais il y a des mouvements sociaux. Hein, oui, bien sûr. Aux Antilles, à la Guyane, et de temps en temps, un ministre parisien se déplace, s'y balade un petit peu. Hubert, tu travailles principalement à la Guadeloupe ou plus ici? Très bonne question. Je travaillais... Je parle à l'imparfait parce que, en effet, je travaillais principalement ici, mais depuis 3 ans, j'ai commencé à faire des allers-retours. Donc, je passe pas encore la moitié de l'année en Guadeloupe, mais bien 4 mois par an en Guadeloupe. Donc, et là, la décision est prise de s'installer pour une période en Guadeloupe, pour vraiment continuer à développer ce qu'on a commencé à entreprendre là-bas. Donc on sera plus guadeloupéen ces prochains temps. Et comme ça, est-ce que tu trouves comme ça quelque chose, un contact plus fort avec ce que tu veux faire dans la danse, plus d'urgence, quelque chose de plus vrai? Alors de plus vrai, non. Mais par contre, quelque chose... qui a à voir avec l'urgence, oui. Et le désir aussi d'avoir une part de citoyenneté à un endroit avec lequel je me sens en phase aussi. Il y a des choses à continuer à développer, parce que nous manquons de projets culturels à long terme. Donc là, il y a un engouement en ce moment qui est en train de monter. Les chorégraphes se remettent ensemble à la table. Il y a eu des rencontres, des échanges. Donc voilà, les choses se mettent et je viens apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Oui, tu dis qu'il n'y a pas de projet culturel à long terme. Si, il y a un projet, encore un peu abstrait à long terme, c'est plutôt d'en finir avec la culture. Donc, et quand tu vas maintenant travailler en tant que chorégraphe avec une compagnie de danse contemporaine à la Guadeloupe, tu es déjà dans une position qui est pas trop confortable non plus, parce que on est quand même encore dans des rapports où il y a un certain colonialisme qui continue à exister et à imprégner les rapports. Oui. Donc on le sait qu'il y a de très bons chorégraphes aussi aux Antilles et ailleurs, mais s'ils ne s'implantent pas en métropole ou près de Paris, ils ont peu de chances de faire connaître leur travail déjà. Oui, mais alors là c'est un sujet qui est vaste, parce qu'il y a plusieurs causes, il y a plusieurs effets, et il y a plusieurs combats qui sont menés contre ça ou pour améliorer ça. Donc chacun essaye à son niveau. Nous, à notre niveau, on veut rester vraiment dans l'artistique et défendre la parole antillaise par l'art. Sans être en prétendant pas être maîtriser l'art, hein, mais c'est pas ça. Mais avec mon outil, le truc que je maîtrise le mieux. Ensuite, ça c'est à d'autres qu'il faudrait poser la question. Pourquoi il n'y a pas plus d'artistes antillais qui sont vus ou connus dans le monde artistique et culturel en général? Ça, je ne sais pas. Je le subis, mais je ne sais pas. Être là, créer de la danse, c'est déjà une forme de résistance aussi. Résister, oui, mais on a une histoire qui est basée là-dessus à l'origine. Donc, par contre, on essaye de résister pour que d'autres, derrière, n'aient pas à avoir les mêmes combats à mener. Voilà, c'est surtout ça la chose. Voilà, donc c'est ce spectacle qui s'appelle Au bout du souffle
a pu voir le jour, disons, grâce aussi à un réseau. Finalement, tu as travaillé dans différentes institutions là-bas, et ici, oui. Ça s'est passé comment pour Alors là, c'était super, mais c'était super. C'est comme... pour nous, c'était passer un cap aussi. Hein. C'est important. Justement, tu parlais de visibilité, aussi d'apparaître dans ces lieux-là. Parce que cela change aussi le regard que les gens peuvent porter aussi après sur la compagnie, non pas sur le travail, mais sur la compagnie. Parce que je connais énormément de chorégraphes qui ont un très bon travail et qu'on ne voit pas. Donc, on le sait quand on fait ce métier, c'est difficile. Mais c'était vraiment un plaisir et une joie d'avoir pu obtenir ces moments de résidence dans des lieux solides comme cela. Donc on a été accueillis par d'abord la Guyane, TDC de Guyane, ensuite la briqueterie nous a accueillis aussi. CCN de Tours qui sont chargés de contribuer à produire des spectacles de danse, ce qu'on appelle les centres de développement chorégraphique. Oui. Pareil pour la Guyane d'ailleurs. Et le CCN de Créteil, dirigé par Mourad Merzouki, et puis CCN de Tours, où Thomas Lebrun nous a vraiment super bien accueillis. Voilà, c'était vraiment... Et pour les danseurs, je tenais à dire que c'était une expérience importante parce que pour beaucoup, ils sont professionnels, mais dans des conditions difficiles. Ils viennent tous des Antilles et ils ont pu vraiment travailler pendant plusieurs mois dans vraiment des conditions réelles d'interprète. Oui, tu peux nous parler un peu de ceux qui sont sur le plateau, parce que toi, tu ne danses pas, en fait. Non, dans cette pièce-là, je ne danse pas. J'ai voulu vraiment être juste le meneur. Mais donc, il y a une femme et 3 hommes. Octavia, Miranda, et guadeloupéenne et guyanaise. Ludovic Biberon est guadeloupéen. Michael Top, guadeloupéen. Et Jean-Sébastien Jacques, martiniquais. Donc c'était aussi thématique, ce sur quoi on voulait travailler faisait que ça réunit ces danseurs-là. Mais je ne veux pas non plus, je pense pas que la compagnie n'est pas figée. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé avec tout type de personnes. C'est-à-dire parce que j'ai souffert moi-même en tant qu'interprète de certains préjugés ou de type d'audition où quand on n'a pas le profil, bon, c'est carrément explicite et c'est très difficile. Donc je trouve ça terrible, surtout dans le monde de la danse, parce que j'avais vu la danse au départ comme un milieu justement d'ouverture et de croisement, de mélange, d'échange. Et bon, c'est pas toujours le cas. Mais heureusement, j'ai eu des belles expériences. Comme cette année de création a été vraiment, vraiment, vraiment très belle. Et comment ça se passe pour toi, Laura, avec un seul en scène ou accompagné, puis avec une pianiste Comment est-ce que toi, tu as réussi à créer le spectacle, à le produire, comme on dit? On le produit avec nos fonds propres. On est une compagnie absolument indépendante. Déjà parce qu'on est toute jeune. Je parle de la compagnie là. On a 1 an et demi d'existence. Donc, on s'est dit qu'on allait faire le pari avignonnais parce que c'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je fais le festival. Donc, c'est encore un endroit dans lequel je navigue assez bien et dont je connais les enjeux. Là, je suis en train de découvrir du coup ce que c'est qu'une production un peu plus moins bricolée, on va dire, notamment parce que là je viens de créer un jeune public qui a été accueilli au Théâtre de l'Anneau à Montreuil et donc là c'est pareil, c'était quand même relativement très plaisant de pouvoir travailler en résidence dans un lieu qui nous accueille pendant 2 semaines. Palmer, c'est vraiment un spectacle qu'on a fabriqué avec
avec l'élan et la nécessité absolue de le faire à ce moment-là. C'est aussi pour ça que j'ai pas cherché à avoir des soutiens institutionnels, parce que sinon ça allait reporter la production de 2, 3, 4, 5 ans, on ne sait pas, c'est-à-dire tant qu'on trouve des partenaires. Et moi là j'avais besoin de le sortir maintenant, notamment par rapport au texte là que je viens de vous lire. Il y avait une urgence de cette parole qui était très importante pour moi. Donc là on commence, notamment au Festival d'Avignon de l'année dernière, on a rencontré des belles personnes qui ont envie de suivre un peu le projet. Après, sur la suite, j'en sais rien. C'est pas un spectacle qui rentre dans des cases très précises, parce que c'est un spectacle de théâtre, mais dans lequel il y a de la poésie. C'est un monologue, mais avec une pianiste. Enfin, tout ce que je savais pas quand j'ai créé le spectacle. Moi, j'y suis juste allée avec mon envie au départ. Donc, les cases. Voilà, les fameuses. Mais que je découvre petit à petit. Après, je sais pas si je vais m'amuser à rentrer dedans, mais au moins, je sais qu'elles existent. Et puis on peut évoquer des choses par le corps ou par les mots, mais je trouve que dans ta présence sur scène, il y a aussi quelque chose du geste, de chorégraphique. Il y a un souffle qui porte ce spectacle. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie italienne de façon épisodique qui s'appelle Astragali Teatro, et c'est surtout une compagnie de performance. Donc on s'est retrouvés des fois à faire des spectacles en extérieur pendant 2h30, seulement éclairés à la bougie, et on était plus de 10 nationalités différentes à faire du chœur, à chanter ensemble, même s'il y avait 800 mètres qui nous séparaient. Donc là, le corps, il a vraiment intérêt à être très présent. Je viens aussi de la Commedia dell'arte, puisque j'ai fait une école, l'Académie internationale des arts du spectacle, qui est beaucoup engagée sur la présence corporelle. Moi, je ne pourrais pas travailler sans. C'est mon outil principal, déjà parce que si on veut que la voix soit puissante, il faut bien que le corps qui l'accueille soit en action. Et parce que je crois que je travaille beaucoup avec les énergies de la pièce, aussi avec les lignes, les diagonales, le sol, la verticalité. Donc là, même si c'est effectivement un spectacle qui est beaucoup axé sur la parole, c'est une parole que je veux ancrer profondément dans un corps dynamique, alerte et présent à ce qui est en train de se passer là, tout de suite, maintenant, dans l'espace que je partage avec les personnes qui écoutent cette parole. Donc le corps est effectivement obligatoirement dans une attention, quoi. Il doit être sur le fil, sur le vif, tout le temps prêt. Ouais, c'est ça le mot, prêt. Bon, on danse, là, chez Hubert, tout le spectacle est porté par le corps, par les élans, par les tensions, par les ambiances, etc. Et pourtant, finalement, quand on le regarde, c'est parlant. Évidemment, ça exprime des choses, et on peut imaginer éventuellement des dialogues, des conversations, sans que rien ne soit livré de façon imagée. Oui, d'ailleurs, quelqu'un m'a fait un retour lors d'un village de lumière, et il me parlait de cinéma, voilà. Il a vu un déroulement cinématographique. Et c'est vrai que, quelque part, ça vient peut-être du fait que, avant d'entamer la danse professionnellement, j'ai fait des études de cinéma, où j'ai failli devenir assistant réalisateur. Mais puis, mais j'ai toujours eu en tête des modes de composition un peu qui se rapprochent de la manière dont les réalisateurs travaillent. Bon, tu nous rappelles où on peut voir Au bout du souffle, parce qu'il y a 2 lieux, 2 représentations, mais demain et après-demain, mais c'est l'après-midi. Oui, c'est l'après-midi à 14h, oui. 14h, les 2 premiers jours, et le mercredi, quand c'est au Sunday, 15h, il me semble. Mais tout à l'heure, j'ai oublié aussi de citer parmi les lieux d'accueil, et on a eu de très belles résidences aussi en Guadeloupe, à l'Archipel. Et là, c'est devenu un ami, le directeur, monsieur Gérard Poumarou, qui essaye vraiment de faire beaucoup. Il fait un gros travail pour la danse, pour le développement de la danse et le rayonnement de la danse. Donc, pour voir le spectacle ici sur Paris, alors demain, c'est donc à l'espace Renaudie, c'est à Aubervilliers, c'est ça? Oui. Ah, oui. Et c'est au métro Fort d'Aubervilliers. Ça, c'est ça. Je le sais. Et c'est l'espace Renaudie. Après-demain, donc, sur le canal
Saint-Martin, à Pantin, non, le canal de l'Ourcq. Oui. Donc c'est à Pantin, c'est au bord de l'eau, hein, ça s'appelle Au fil de l'eau, le théâtre, c'est le nom du théâtre. Et donc après, c'est au CND. Et ensuite, c'est au CND. C'est le Centre national de la danse à Pantin. À Pantin. Donc métro Roche, là. Voilà. Bon, et après, à Avignon. Donc merci d'être venu. Merci à toi. Merci à cette émission d'exister. Je te souhaite une belle énergie là pour partir très loin avec ce spectacle. En tout cas, nous voulons vraiment défendre cette pièce et on croit au signe, nous, en général, et elle nous emmènera là, nous emmènera. Si c'est loin, tant mieux. Voilà. Mais merci. Je vais juste jeter un petit pavé dans cette réflexion sur la résistance et le sacrifice et tout ça, avec Georges Brassens, ce qu'il a son mot à dire sur mourir pour les idées. Et la question se pose aux victimes novices. Alors nous allons terminer bientôt cette tempête sur les planches sur Radio Libertaire. C'est l'ami Georges Brassens, lui, bon, mourir pour des idées, mais quand on meurt comme les résistants, on ne meurt pas pour des idées, on meurt pour les gens, quoi. On meurt pour l'avenir, on meurt pour les autres. En fait, c'est pas l'idée, c'est pas quelque chose d'abstrait. Voilà. Laura Luthard, pour Mademoiselle Palmer, cette épopée extraordinaire, non ordinaire, ou peut-être extraordinaire, comme toutes les épopées, toutes les histoires de vie ont quelque chose d'extraordinaire, évidemment. Mais voilà, tu nous as préparé encore un extrait de ce spectacle. Tout à fait. Je vais pas le contextualiser cette fois, je vais y aller direct. C'est un peu pêle-mêle tout ça. Un vrac que je n'ai pas eu le temps de trier. On ne l'a jamais vraiment. C'est que je ne suis pas sûre de pouvoir avoir cette discussion avec vous dans quelque temps. J'espère que si. Je sens cependant que l'atmosphère est lourde, très lourde. Une crainte ne s'explique pas entièrement avec des faits, mais les ruines arrivent plus vite que ne le prédisent les pronostics alors. Il faut faire attention au changement de saison. Continuer d'attiser la parole pour ne pas se retrouver démunis dans un silence marbré de froid, avec urgence et sans angoisse. La peur est à bannir des discours. La peur n'est nécessaire que pour agir. Si on la laisse trop parler, elle referme les cercueils. Et pour l'heure, il nous reste encore un peu de temps ensemble. Alors si à travers cette paume tendue, si dans cet instant émerge une phrase bien à vous, ou 2, 3, 4, un jaillissement d'imaginaire, alors tout ceci n'aura pas été inutile. Que l'écoute se transforme en arme de création et que nos places s'intervertissent bientôt. L'échange est le socle nécessaire aux découvertes dont nous avons tous besoin pour arriver jusqu'à demain et plus loin encore, car la poésie est le tourbillon qui nous interpelle sur l'essentiel. Le verbe, toujours trop pauvre, face à l'émoi d'un fragment d'intensité inapprivoisable, et pourtant fouiller le mystère sous les strates, heurter le rythme, pour en révéler l'existence, la virulence, considérée comme un frein, en faire l'axiome de l'échange. Le calme s'arrache à l'imprudence de la patience. Sans garantie, jeter le propos pour qu'il brûle hors des nerfs et éclaire à la grâce de la distance, courte en de longues phrases, immense en une syllabe. Qu'importe, tant qu'elle est invitation vers l'indéfini, où s'affranchit chaque esprit qui s'invente. Nous avons tous une boîte d'allumettes au bout de notre langue pour continuer d'élaguer les chemins obscurs, et il est grand temps de s'en servir. Ah, merci Laura. Donc on va avec plaisir. Rappeler qu'on peut voir ce spectacle du 5 au 8 juin à 21h au Bouffon Théâtre. Oui. C'est rue de Meaux dans le 19e. Alors c'est une petite salle assez intimiste. Hein. Ah oui, c'est super. Il y a un vieux parquet en bois très chaleureux. Ça peut accueillir jusqu'à 45 personnes.
Et voilà, c'est un lieu que j'aime beaucoup. En plus, il se situe dans une grande barre d'immeubles et j'aime ça, le fait que le théâtre soit vraiment au milieu des habitations. Ça me plaît beaucoup. Et il donne pour ceux qui nous écoutent et celles, si vous êtes dans le 19e arrondissement, il y a un tarif spécial de 10 €. Oui, tout à fait. Parce que ça nous importe de pouvoir l'offrir, en tout cas le faire voir aux personnes qui habitent dans le quartier. Bon, et après, à Avignon, tu seras où? Alors, je serai à la Tache d'Ancre à 11h, donc tous les jours sauf les 10, 17 et 24, donc du 5 au 28 juillet, la durée du festival off, donc à 11h à la Tache d'Ancre, dans la salle du Coq, pour être tout à fait précise. Oui, et dis-nous un peu où se trouve ce théâtre. C'est un nom qui m'est assez familier. Je crois que c'est un lieu qui doit exister depuis quand même pas mal de temps. Alors que récemment, quand je vais à Avignon, je vois partout des panneaux qui indiquent des théâtres dont on n'a jamais entendu parler encore. Chaque année, il y a des théâtres qui naissent. Oui, il y en a qui ferment. Ça fleurit. Dans le théâtre aussi, là, il y a aussi ce cycle de disparition et d'apparition. Oui, c'est un peu ça. Je crois qu'il y en a 10 nouveaux théâtres là, qui ont ouvert cette année. On sera à 1600 spectacles par jour. Mais par contre, la Tache d'Ancre, c'est effectivement un théâtre qui est implanté depuis des années et qui est ouvert à l'année d'ailleurs. Et c'est dans une petite rue parallèle à la rue des Teinturiers, c'est 1 rue de la Tarasque. Voilà. Bon, et tu seras pendant tout le festival? Tout le festival, oui. On fait tout le festival parce que déjà, moi, ça me plaît de le faire. C'est toujours un lieu de rencontre absolument extraordinaire que j'aime beaucoup, même si c'est vrai que c'est fatigant, mais ce n'est que 3 semaines au final. Et donc, on fait du 5 au 28 avec une générale le 4. Si ça arrive à des oreilles intéressées, je le dis dès à présent. Alors, par rapport à ton personnage de Mademoiselle Palmer qui vient de la Martinique et qui passe par l'Italie, la Thaïlande, Prague, Malte, etc., Paris, donc voilà, Georges Brassens avec la balade des gens qui sont nés quelque part. Et moi, je te remercie d'être venu à l'émission. Donc, Tempête sur les planches sur Radio Libertaire 89.4. C'est bien sûr la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et j'espère que vous ferez de belles découvertes. Merci à vous et je suis très fière d'avoir